BFM Business, BFM Crypto, le club. Et chaque jour aux alentours de 16h35, notre club BFM Crypto, en effet. Valentin Demey, journaliste pour Cryptos, nous accompagne. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Faustine Fleuret également vient de nous rejoindre, ça faisait longtemps hier. Bonjour Faustine. Bonjour Guillaume. On est ravis de vous retrouver, la présidente de l'ADAN. Vous nous ferez part des ultimes avancées vers la réglementation européenne, des évolutions à venir sur MiCA d'ailleurs, vous nous direz tout dans quelques minutes. Laurent Pignot aussi avec nous. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Ah, ça marche mieux que chez Bourse Direct, Laurent. Zone Bourse avec nous aujourd'hui. Laurent, quel potentiel sur les cryptos? On a un Bitcoin qui est quand même repassé tout à l'heure sous les 19 000 $. Comment voyez-vous la suite sur Bitcoin? Oui, alors effectivement, le Bitcoin navigue maintenant juste en dessous des 19 500 $ et se retrouvait donc ce matin sous les 18 500 $. Donc le BTC gravite quand même toujours une fois de plus juste au-dessus de ses plus bas annuels que nous avions connus courant été 2022. Alors hier, nous avons eu une journée là aussi volatile, comme aujourd'hui, avec un beau rebond du Bitcoin qui reprenait jusqu'à 6% au cours de la journée, mais il a finalement retracé tous ses gains pour clôturer dans le rouge à quasiment moins 1% dans le sillage des indices boursiers américains qui enchaînent, eux, des journées en territoire négatif. Donc on ressent donc bien l'atmosphère pesante du contexte macroéconomique, géopolitique et même énergétique morose qui impacte fortement les marchés financiers. Et ce sont donc forcément des conditions qui ne sont pas favorables pour relancer durablement le Bitcoin et le marché des crypto-monnaies dans son ensemble, notamment aussi avec un dollar qui s'apprécie de plus en plus, preuve d'une aversion contre le risque des acteurs du marché. Mais alors pour l'instant, le Bitcoin se montre plutôt bien résistant dans ce contexte et maintient cette zone de support large entre 17 500 et 20 000 $. Alors justement, pour moi, les niveaux à surveiller, bien évidemment, ça va être cette zone, comme je le disais, assez large, entre 17 500 et 20 000 $, qui a fait support ces dernières semaines et qui continue de tenir pour l'instant. Si cette zone venait à lâcher, donc nous pourrions rapidement repartir sur le prochain niveau de support important qui se retrouve au niveau des 14 000, 15 000 $. D'un autre côté, pour relancer la tendance haussière, cette fois-ci, j'attendrai un franchissement franc et avec du volume des 22 500 $ dans un premier temps, et puis la résistance des 25 000 $ dans un second temps, ce qui représente donc le sommet du rebond de cet été. Mais surtout, à long terme, pour relancer cette tendance long terme et inverser cette tendance baissière que nous connaissons depuis de nombreux mois, il faudra pour moi que le Bitcoin rattrape cette zone des 30 000 $ durablement. Donc voilà ce qu'il faut retenir pour le Bitcoin. Mais attention tout de même, cette semaine, nous avons une semaine bien fournie en termes de discours de banquiers centraux, mais aussi avec la publication de l'inflation aux États-Unis en fin de semaine, qui pourrait amener encore une fois une dose de volatilité sur les marchés. Donc soyons assez prudents sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. On voit que c'est pas complètement décorrélé, tout cet univers crypto quand même du reste du monde, de l'économie, des politiques monétaires, puisqu'on parle énormément de cet environnement global pour justifier les mouvements sur ces cryptos. On rappelle à ceux qui souhaitent investir sur les principales cryptos et encore plus sur les autres cryptos d'ailleurs, qu'il ne faut investir que l'argent que l'on est prêt à perdre. Tout cela reste très volatile et spéculatif. L'Ether, tout à l'heure, est passé sous les 1300 $. Quel potentiel lui voyez-vous d'un point de vue technique, Laurent? Alors l'Ether, lui aussi est coincé dans ce contexte compliqué. On pouvait s'y attendre. On n'a pas eu de réel coup d'accélérateur après ce fameux merge. On observe même un léger repli de la dominance de l'Ether par rapport au Bitcoin sur la paire ETH-BTC, ce qui prouve forcément le manque de force de l'Ether sur ces derniers jours. Alors pour l'instant, l'Ether tient péniblement cette zone de support autour des 1300 $. C'est cette zone que je surveille qui, si elle venait à être franchie par le bas, pourrait renvoyer assez rapidement l'Ether sur le support et le prix psychologique des 1000 $. Alors avec une vision un petit peu plus optimiste cette fois, on pourrait renverser cette tendance baissière à court terme. Mais pour ce faire, il va falloir là aussi franchir avec du volume les 1500 $ dans un premier temps. Et surtout, ce que j'attends là aussi et pour l'Ether, c'est qu'il franchisse cette grosse résistance, cette fameuse zone des 1800, 2000 $, qui permettrait de redonner un signal haussier à moyen terme sur la deuxième crypto-monnaie du marché. Mais voilà, pour l'instant, il faut rester patient et pas céder trop rapidement à l'euphorie sur le moindre rebond technique à court terme, en attendant des configurations un petit peu de retournement, en tout cas des configurations techniques de retournement, mais surtout attendre en arrière-plan que là aussi qu'il y ait un contexte un petit peu plus favorable pour les actifs risqués, donc pour le marché des crypto-monnaies. Merci Laurent. Laurent Pignot avec nous en direct depuis Zone Bourse sur BFM Business. On va tout de suite, avant de parler de la réglementation et des dernières surprises de MiCA, avec vous dans un instant, Faustine, on va balayer l'actu forte du moment. Valentin, la Russie. Tiens, la Russie,
compte utiliser le rouble numérique avec la Chine pour sans doute contourner ou essayer de contourner l'hégémonie mondiale du dollar. Du dollar, effectivement, toutes les sanctions imposées par le système SWIFT, dont ils ont été en partie exclus il y a quelques mois avec cette problématique avec l'Ukraine, ils sont en train d'avancer furieusement et très rapidement avec leur monnaie numérique de banque centrale. Vous l'avez dit, Guillaume, l'objectif premier, c'est dans un premier temps de pouvoir concurrencer le dollar, de pouvoir sortir de SWIFT, de pouvoir faire des virements beaucoup plus rapides et de pouvoir commercer bien plus facilement avec la Chine qu'aujourd'hui. Là, on est en ce moment même en phase pilote. Ça pourrait commencer dès l'année prochaine, là, cette monnaie numérique de banque centrale du côté de la Russie. On voit vraiment un changement d'attitude de la part de Vladimir Poutine et de la Russie sur ce sujet, qui était dans un premier temps anti-crypto, puis finalement qui s'intéressait au minage. Vladimir Poutine nous disait en début d'année que la Russie avait des atouts particulièrement importants pour le minage de Bitcoin. Et voilà, désormais, c'est une brique de plus sur l'attention qu'il porte aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs, avec cette monnaie numérique de banque centrale, pour sortir des problématiques qu'ils ont à commercer avec le monde entier, et particulièrement avec la Chine. Et particulièrement avec la Chine, qui, elle, a bien avancé. Elle est arrivée au bout de ses essais sur le yuan numérique. La Chine lead effectivement tout le monde entier sur ces technologies-là. Le yuan numérique fonctionne déjà avec des grandes expérimentations et commence à monter en puissance dans le pays, c'est certain. Ouais. Et l'euro numérique dans tout ça. Les choses semblent avancer aussi. On a même un début d'idée de la date de mise en place de l'euro numérique. On a un début d'idée 2025-2026, on a des expérimentations, on a même eu un paquet d'annonces puisque hier au musée du Louvre, sous l'invitation de la Banque de France, les banquiers centraux, dont Christine Lagarde et Jérôme Powell, étaient en discussion sur ces monnaies numériques de banque centrale. J'ai noté quelques points qui ont été assez intéressants sur lesquels ils se sont prononcés. Évidemment, ils se sont prononcés pour ce qui est de l'Europe, des dates de sortie de l'euro, et c'est même le gouverneur de la Banque de France qui a pris position et la parole sur ce sujet-là pour nous annoncer un lancement potentiel en 2026-2027 en faisant un appel du pied à Christine Lagarde pour donner plus de précision sur ces sujets-là. Mais ce qui est plus amusant au-delà de la date, c'est qu'ils sont, on le sait, à mi-chemin dans leur étude, à mi-chemin dans leur réflexion, de leur côté en tout cas, et qui nous ont donné quelques nouvelles intéressantes, parce qu'il y avait un paquet de choses qu'on connaissait, mais les deux news qui sont assez intéressantes, c'est des expérimentations qu'ils ont pu faire d'un point de vue innovant qu'ils appellent, à travers la finance décentralisée et tout ce qu'on appelle les AMM, les Automated Market Makers. Vous pouvez le répéter ? Automated Market Makers, les teneurs de marché automatisés. Et je l'aurai un jour, je l'aurai. Pas cette fois, Guillaume. Ils ont essayé d'ajouter leur monnaie numérique dans ces solutions-là pour faire des échanges plus rapides avec moins d'intermédiaires, évidemment. C'est ça qu'ils cherchent, moins d'intermédiaires, plus de contrôle de la monnaie pour la facilité dans l'Europe. En tout cas, c'est ce qu'ils ont annoncé hier. Donc, un outil de gestion de liquidité. Et puis, ils veulent continuer de travailler avec d'autres parties en Europe pour que ça devienne la monnaie de référence qui puisse concurrencer le dollar, puisque le dollar, lui aussi, a annoncé le mois dernier vraiment se lancer dans la monnaie numérique de banque centrale. Donc, c'est aussi et surtout une réaction rapide. C'était à l'époque contre Libra de Facebook. Désormais, c'est contre les autres pays, contre les autres continents qui se lancent également corps et âme dans cette course de la monnaie numérique de banque centrale. Et donc notre gouverneur de la Banque de France qui a évoqué cette possible date pour le lancement de l'euro numérique 2026-2027. Ce serait le seul à avoir avancé une date, non ? Enfin, les Américains avancent une date aussi, les Chinois aussi. Enfin, est-ce qu'on ne prend pas un risque à se découvrir comme ça en annonçant ou en proposant une date ? Aux yeux du monde, les autres vont donc avoir un repère. C'est une partie de la stratégie européenne qui est offerte à tous, là, en apportant cette date et cette proposition 2026-27. Tout à fait. Mais ils sont en réaction, et ça, c'est une phrase que j'ai notée de Christine Lagarde et même de Jérôme Powell, qui reconnaissent être en retard sur les crypto-monnaies. Christine Lagarde et Jérôme Powell nous disent « Le monde a été pris par surprise. Nous sommes maintenant au stade où entre 10 et 15% des Américains et des Européens ont réellement investi dans la crypto en 2021 et donc ils veulent revenir dans la course puisque dans leur narratif, il n'y a que les monnaies numériques de banque centrale, il n'y a que les monnaies de banque centrale qui peuvent vraiment apporter de la crédibilité au monde et sur lesquelles il faut se reposer. Ils disent même justement les stablecoins finalement in fine sont si sécures parce qu'ils épousent le prix de la monnaie du pays, de la monnaie d'un continent. Donc il faut absolument qu'on arrive avec nos monnaies numériques de banque centrale. Ils reconnaissent donc être un peu tardifs dans cette arrivée, mais
sont persuadés qu'il faut y aller. Faustine Fleuret avec nous, la présidente de l'ADAN. Ça tombe bien, l'Association pour le développement des actifs numériques. Ces devises, ces monnaies de banque centrale, cet euro numérique, vous le verriez comme une bonne nouvelle ou comme, avant tout, même si la technologie vous intéresse, évidemment, c'est du numérique, c'est de la blockchain, mais comme avant tout une menace pour, du coup, les cryptos actuels? Alors, l'expérimentation de la Banque centrale européenne, de la Banque de France avant la BCE est une chose positive, parce que ça permet de s'acclimater à la technologie et ça veut répondre certainement aux besoins notamment des institutions financières. Ensuite, et c'est sur quoi on est attentif, c'est comment ça s'inscrit par rapport au paysage des cryptoactifs qui existent déjà et notamment les stablecoins. Donc plusieurs fois hier, il a été rappelé, et ça c'est plutôt une bonne chose, que l'euro numérique viendrait en complément et non pas en substitut des stablecoins, ce qui est effectivement positif. Ensuite, quand on voit la réglementation européenne, on a un assez gros doute que des stablecoins euros puissent vraiment émerger puisqu'elle est très stricte. Donc entre la volonté affichée et derrière le cadre que l'on va mettre en place, il y a forcément des inquiétudes sur cet écosystème de stablecoin euros dont on a besoin et ce qui va pouvoir émerger. Bon, et on imagine que vous resterez sur la balle, extrêmement prudent et extrêmement actif pour justement mettre en avant aussi les avantages de l'écosystème, essayer de créer une nouvelle réalité demain qui ne soit pas défavorable au développement de cet écosystème du Web3. D'ailleurs, comment est-ce que vous jugez la rentrée actuelle sur le secteur crypto? Vous diriez que, on est rentré depuis quelques semaines, vous diriez que sur l'échelle des rentrées, celle-ci est très active dans l'univers crypto, moyennement active, géniale, horrible. Comment est-ce que vous la qualifieriez, cette rentrée? Alors la reprise est intense, à la fois en France et à la fois dans l'Union européenne. Je l'aurais, elle a eu un mot donc pour qualifier cette rentrée. Tout de suite, là, intense. Oui, ouais. Parce que l'été n'a pas vu cesser les travaux, et notamment réglementaires, autour des cryptoactifs. En France, le travail qui nous occupe depuis plusieurs semaines, c'est tout ce qu'il y a autour du projet de loi de finances. Donc déjà en 2022, la DAN et ses membres avaient des propositions en matière de fiscalité des cryptoactifs. Et c'est vrai que l'an dernier, le gouvernement avait vraiment insisté sur le besoin, la nécessité que l'administration fiscale se concentre sur ces sujets. Il y a des problématiques et que l'on a besoin de résoudre, mais il y avait besoin d'une réflexion et d'un travail de long terme. Donc à la fois côté entreprise et côté contribuable, le projet de loi de finances 2023 était très attendu, d'autant que le gouvernement avait réitéré au projet de loi de finances rectificative cette ambition qu'ils avaient d'avancer sur les sujets de fiscalité des cryptoactifs. Or, l'industrie a été extrêmement déçue par le projet qui a été révélé cette semaine, puisqu'il n'y a pas vraiment de disposition pour essayer de débloquer tous ces blocages qui existent à la fois pour les entreprises et les contribuables et qui aujourd'hui se matérialisent par soit des flous, de l'incertitude, de l'insécurité, soit de la complexité, notamment dans les déclarations, voire des régimes qui en réalité sont même pénalisants pour le pouvoir d'achat et pour le financement de l'économie réelle, que l'on parle du secteur des cryptoactifs, mais pas uniquement. Donc, vous avez formulé, vous là-dedans, on imagine, des propositions, des demandes justement auprès des autorités à l'occasion de ce projet de loi de finances 2023. Vous dites, vous n'avez pas été entendu et pour l'instant, ce projet de loi de finances porte trop de trous dans la raquette encore. Tout à fait. On avait porté des propositions pour le projet de loi 2022. On avait eu des objections. Pendant un an, la DAN et ses membres ont travaillé à proposer des alternatives pour répondre à ces objections, ont établi un dialogue régulier avec Bercy et pour le coup, nous avons joué le jeu et on attendait davantage de travail du côté de l'administration fiscale. D'où cette frustration dont je vous parle aujourd'hui. Et pour nous, à minima, parce qu'on comprend qu'il y aura peu de marge de manœuvre dans ce PLF, ce qu'il faut, c'est un bilan du régime fiscal en France, qui existe depuis ces dernières années, pour qu'on ait un état de la situation et qu'on arrête de reporter la réflexion, parce qu'on a vraiment besoin, pour les contribuables et les entreprises, de plus de clarté et de débloquer des situations qui sont pénalisantes aujourd'hui. Là, on parle de la France, du projet de loi de finances 2023. On n'est pas encore sur la réglementation européenne. On va rentrer dans le dur justement et évoquer aussi Mika dans un instant, puisque on a eu des bruits. Vous avez eu l'un et l'autre, Valentin et Faustine, vent en effet de modifications d'avenir de Mika et qui n'iraient pas ces modifications forcément dans le bon sens de votre point de vue. La finance décentralisée d'ailleurs serait aussi visée. La finance décentralisée, on va rappeler aux néophytes qui nous suivent de quoi il s'agit. C'est Amaury de Tonquédec qui nous rejoint comme chaque mercredi pour décrypter de grandes notions de l'univers Web3 et de l'univers crypto. L'Expresso d'Amaury. Bonjour Amaury. Salut Guillaume. Qu'est-ce que la finance décentralisée? C'est quoi la DeFi comme on l'appelle également?
Pour faire simple, c'est la même chose que la finance classique, mais sans intermédiaire. Voilà, c'est tout pour moi. Voilà, on a fait le tour. Voilà, non, en fait, ça va vous permettre d'avoir accès aux mêmes services que ceux qui sont fournis par le système bancaire classique, à savoir emprunter, prêter, percevoir des intérêts, investir dans des produits financiers. La principale différence, c'est qu'on va pouvoir faire tout ça, mais sans intermédiaire. Et comment ça marche du coup ? La DeFi s'appuie sur la blockchain et les contrats intelligents pour fonctionner. Je rappelle qu'un contrat intelligent est un contrat stocké dans la blockchain, exécuté automatiquement et de pair à pair lorsque les conditions précisées en amont sont remplies. Les utilisateurs de la DeFi passent par ce qu'on appelle des dApp, qui sont des applications décentralisées, et proposent des services de particulier à particulier par le biais de portefeuilles de crypto-monnaies. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces dApps ne possèdent pas de fonds propres. Ce sont les usagers eux-mêmes qui viennent les alimenter en fonds, en immobilisant des cryptos en échange d'un rendement. Les détenteurs de crypto ont donc accès à des services et produits financiers sans passer par des banques. Définition de la finance décentralisée. Une fois qu'on a compris ces mécanismes, ce fonctionnement, à quoi ça sert ? Quels sont les avantages pour les utilisateurs et au global de la finance décentralisée ? Ça permet notamment de gérer directement ses actifs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En fait, on fait ce qu'on veut de son argent. Ça paraît évident, mais on a eu récemment le cas extrême du Liban, où on a vu des clients qui se sont mis à braquer eux-mêmes leur propre banque pour récupérer leur propre argent. Avec la DeFi, il y a aussi moins de frais, car il y a beaucoup moins d'intermédiaires, et c'est donc aussi beaucoup plus rapide. Les prêts ou crédits sont acceptés ou refusés instantanément. Quand il y a des rendements, ils sont versés aussi instantanément et quotidiennement avec des règles transparentes. Pas de dette possible, car il y a un collatéral de manière systématique. Et enfin, ça permet d'avoir accès à la finance sans discrimination et sans restriction. On est uniquement restreint par les capitaux qu'on possède à l'instant T. Il suffit d'avoir une connexion Internet avec un ordinateur ou un smartphone. Ce sont les avantages de la finance décentralisée. Et on imagine qu'il y a également quelques inconvénients qui motiveront peut-être la réglementation à venir qui visera cette DeFi. On en parlera dans un instant avec Faustine et Valentin. Réglementation qui pourrait impacter le développement de la finance décentralisée. Quels sont ces inconvénients ? Il y en a, ça peut arriver. D'abord, tout transfert est immuable. Pas de retour en arrière possible. Il peut aussi avoir un risque de dépeg. Donc, c'est quand un actif de l'écosystème se désindexe de son prix de la vie réelle. Le dépeg. Ouais, c'est ça, un dépeg. Ok. Aussi, dans la DeFi, tout emprunt ou crédit se fait avec un collatéral crypto mis en dépôt. Si le crédit n'est pas remboursé ou si la valeur de la devise est baissière, alors le collatéral mis en gage est consommé ou à recapitaliser. On peut avoir aussi un risque de manque de liquidité sur certaines blockchains. Et comme toute application, les applications de la finance décentralisée peuvent être la cible d'attaques ou de hacks. Ouais, la perfection n'est pas de ce monde. Valentin, qu'est-ce qu'on peut ajouter ? On a tout dit là sur la finance décentralisée. Très bonne définition effectivement d'Amaury sur la finance décentralisée. Et c'est Larousse qui vous le dit, Amaury, puisque Valentin a publié un livre chez Larousse. Là. Bonne définition. Donc. Tampon de Larousse et de toute l'équipe de Cryptos. C'est une très très bonne définition effectivement, et c'est l'une des incarnations de la finance décentralisée qui plaît le plus aux institutionnels. C'est-à-dire que là aussi, hier, à cette fameuse réunion des gouverneurs de la Banque de France et de tous nos banquiers centraux, la finance décentralisée a été identifiée d'une certaine manière comme menaçante pour la stabilité financière. Parce que comme les usages sont réels, parce que comme il y a des intérêts économiques importants qui s'y dirigent, et désormais, c'est comme le signale d'ailleurs Christine Lagarde, l'outil est désormais accepté par PayPal, Mastercard, Visa et d'autres instituts, la crypto-monnaie, et que la finance décentralisée est l'une de ces applications, alors il faut faire attention. C'est là où elle mettait un petit peu en garde sur Terra Luna, l'UST qui s'était effondré en partie de la finance décentralisée. Eh bien, effectivement, il faut faire attention sur ces excès. Mais sur la vraie finance décentralisée, vous aviez reçu sur ce plateau Mark Zeller du protocole AAV qui expliquait justement que cette vraie finance décentralisée, elle est transparente et immuable. Et donc, il n'y a pas de volonté et d'objectif à mettre un cadre réglementaire trop important. Parce qu'il y a la capacité de traçabilité et d'immobilité qu'offre la blockchain. Et donc, il n'y a pas forcément besoin de mettre des couches applicatives supplémentaires. Et on va le voir dans quelques minutes avec Faustine, si effectivement il y en a de nouveaux aussi. Dans quelques secondes. Justement, dans quelques secondes. Vous allez réussir à m'avoir, Guillaume. Aussi, justement, ils ont réussi à sortir de Mika la finance décentralisée. Mais effectivement, c'est l'une des applications les plus intéressantes pour ce qui est de la crypto-monnaie, en plus de
ce narratif de Bitcoin qui était déjà il y a plus de 10 ans de partager de l'argent sans tiers de confiance. Oui, alors des inconvénients et aussi de multiples avantages. La réglementation européenne est toujours en train de se bâtir, se construire, Mika, et on a eu vent, on a eu des informations ces tout derniers jours, Faustine, peut-être d'évolutions à venir de cette réglementation européenne en défaveur du développement de la finance décentralisée? Alors, c'est plutôt le point qui reste positif dans ce que l'on a compris du texte de compromis. Pour rappel, en fait, on a eu un accord politique sur Mika en juin. Pour autant, les travaux n'ont pas cessé. Au contraire, durant l'été, les discussions techniques ont continué. Le but étant de convertir cet accord politique en un texte concret. Et c'est une version de ce texte qui est quasiment finalisée, qui a effectivement fuité la semaine dernière et qui, sur le volet de la finance décentralisée, nous a plutôt rassurés au sens où elle reste et elle est bel et bien, comme il l'avait annoncé, exemptée de Mika, exclue et va subir un traitement à long terme pour comprendre est-ce que et quelle réglementation mettre en place sur la DeFi puisque ce n'est pas Mika qui est la bonne. Donc l'Europe compte laisser sa chance à la finance décentralisée, le bénéfice du doute? Pour l'instant, Okay. en tout cas sur Mika, il y a d'autres textes de réglementation européenne sur lesquels travaille l'Union européenne où la DeFi prend peut-être plus de risques actuellement, mais les débats sont beaucoup plus préliminaires à ce stade. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle que l'on comprend qui est conservée. Idem sur le traitement environnemental des cryptoactifs où la vision proportionnée qui avait été annoncée a priori est bien convertie, bien retranscrite dans le texte. En revanche, il y a des sujets sur lesquels le secteur est un peu plus inquiet entre le texte technique et ce qui doit être retranscrit de cet accord politique. Par exemple, sur les NFT. L'accord politique prévoit que les NFT, les jetons non fongibles, soient exclus de Mika, fassent l'objet d'une réglementation propre, adaptée. Or, on a un peu peur que finalement ces NFT soient compris dans le périmètre de Mika avec des ajustements qui sont faits au texte que l'on a pu voir. Également sur les stablecoins, il y a toujours plus de règles strictes. Ça suit la tendance des débats européens sur le sujet depuis un certain temps. Et enfin, le sujet de la concurrence déloyale des acteurs étrangers reste extrêmement prégnant avec des dispositions qui ne sont pas en faveur de l'écosystème français et européen. Donc on reste très attentif. Ensuite, il y a beaucoup d'étapes qui arrivent. Il faut que le texte soit approuvé au Conseil, au Parlement, qu'il soit publié au journal officiel de l'Union européenne. Donc on devrait avoir une entrée à application, mais pas avant 2024, voire 2025. Valentin. Sur les stablecoins, effectivement, c'est l'une des choses les plus importantes de la finance décentralisée. Là aussi, ça a été identifié hier par les banquiers centraux. L'un des intérêts, c'est justement les taux d'intérêt qui sont proposés sur ces stablecoins. Quand ils sont excessifs avec Terra Luna, il faut s'en méfier. Quand ils sont incarnés par le fait que, vous l'avez dit Amaury, il n'y a pas d'intermédiaire de confiance, parce qu'elle est incarnée par la blockchain et donc elle coûte beaucoup moins cher que d'avoir un paquet de gens qui se servent, alors elle est plus légitime. Mais dans cette nouvelle version qui a fuité, il se pourrait, ou en tout cas c'est parti pour, que les PSAN, nos prestataires de services sur actifs numériques, nos entreprises françaises qui sont labellisées par l'AMF, qui ont l'enregistrement, ne pourraient peut-être plus proposer d'intérêt avec leurs services sur les stablecoins, ce qui pourrait poser problème et ce qui pourrait enlever une partie de leur activité qui aujourd'hui est issue de ces intérêts générés par la DeFi et rétribués par leur plateforme aux utilisateurs. Et ça aiderait, ça soutiendrait certains acteurs étrangers de fait, du coup. Voilà. Tout à fait. Merci à tous les trois de nous avoir accompagnés cet après-midi. Faustine Fleuret, la présidente de l'ADAN, Valentin Demey, journaliste pour Cryptost, et Amaury de Tonquédec, j'allais dire Émeric, je sais pas pourquoi. Amaury de Tonquédec, qui chaque mercredi vous retrouve l'Expresso d'Amaury pour vous offrir ce point pédagogique sur un pan de l'univers crypto et de l'univers Web3. Amaury qui m'accompagne aussi dans la préparation de cette émission au quotidien.